La polémique autour des supérieurs inconnus. C'est un chapitre issu du livre Les Illuminati, l'histoire secrète du monde et le nouvel ordre mondial. Clarin de la Rive et René Guénon. Clarin de la Rive fut une personnalité importante dans le milieu anti-maçon. Il travailla avec Léo Taxil, qui le garda toujours en haute estime. Dans Le Diable au XIXe siècle, le docteur Bataille lui rend hommage. En outre, je compléterai dans ce bref tableau mes renseignements personnels par ceux de mon excellent ami M.A.C. de la Rive, qui est un travailleur infatigable, doublé d'un enquêteur habile, sachant à merveille diriger où il faut ses recherches et possédant des moyens sûrs d'information. Dans son récent volume La femme et l'enfant, dans la franc-maçonnerie universelle, a fourni l'éclatante preuve. Nous avons, lui et moi, en diverses circonstances, travaillé chacun de notre côté, en des enquêtes parfois bien délicates, hérissées de difficultés, nous livrant parallèlement à des investigations sur des questions identiques ou analogues, et je dois le dire, nos renseignements ont parfaitement concordé. Lors de son discours prononcé le 19 avril 1897, Léo Taxil rend également hommage à son collaborateur. Croit-on par exemple qu'il était aisé d'en faire accroire à M. Clarin de la Rive, qui est l'enquête incarnée, qui fouille au microscope les moindres riens et qui rendrait des points à nos meilleurs juges d'instruction? Il peut se vanter de m'avoir donné du mal. N'est-ce pas là un excellent moyen d'atteindre un homme qui a paru être le mieux à même de dénoncer la supercherie? D'ailleurs, il montrera des années plus tard un dossier concernant l'affaire Léo Taxil, le dossier Taxil-Le Chartier, exhumé par Marie-France James pour son étude sur René Guénon. Le Chartier est un personnage très particulier, créateur d'un institut kabbalistique à Toulouse. Ce dernier, rappelons-le, fit un véritable travail d'archiviste concernant la franc-maçonnerie. C'est une partie de ces documents dont Léo Taxil profita en les empruntant, sans d'ailleurs jamais les rendre. Ce qui de nouveau tendrait à étayer la thèse de l'abbé de Bessony, reprise plus tard par L. Fry, qui veut que la littérature paladiste révélée par Léo Taxil prenne appui sur des sources authentiques, mais remaniées par l'imposteur en un mélange habile de vérité et de mensonge. Fin de la citation. René Guénon ira plus loin en considérant que ce Le Chartier a un rapport certain avec la magie noire. Ce dernier fit la traduction du Genaït Mengog de Rabbi Eliezer, présenté comme un chant paladique, publié par Clarin de la Rive dans La femme et l'enfant dans la franc-maçonnerie universelle, et repris par Domenico Margiotta dans Le Paladisme, culte de Satan Lucifer dans les triangles maçonniques. Selon René Guénon, Léo Taxil n'avait été qu'un homme de paille. Il prétendra, lors d'un échange avec Henri Guilbert des Essarts, par article interposé, détenir un important manuscrit de Le Chartier intitulé Le Genaït Mengog de Rabbi Eliezer Akabir, qui est bien ce qu'on peut imaginer de plus extraordinaire dans le genre pornographie érudite. Fin de la citation. À partir de 1895, il contrôle le journal de Léo Taxil, qui sera publié sous le titre de La France chrétienne jusqu'en mai 1910. La revue sera ensuite baptisée La France chrétienne antimaçonnique jusqu'en janvier 1911 pour devenir La France antimaçonnique. Après l'affaire Taxil, il mène une enquête espérant retrouver la Diana Vaughan paladiste, persuadé que Taxil n'a pas menti à ce sujet. Il comprendra qu'il a pourtant été dupé. Il va s'éloigner définitivement des partisans d'une franc-maçonnerie inspirée par Satan. Comment René Guénon et Clarin de la Rive en sont-ils venus à collaborer? Journaliste, écrivain antimaçonnique et spécialiste du monde musulman, Abel Clarin de la Rive, né en 1855 et mort en juillet 1914, publia de nombreux livres et articles condamnant le spiritisme et l'occultisme. Mais son œuvre la plus conséquente concerne l'islam, pour ensuite dénoncer la franc-maçonnerie. Il édite un roman fort médiocre, Ourida, en 1890, puis un vocabulaire de la langue parlée dans les pays barbaresques, coordonné avec le Coran, 1890. À partir de 1893, il collabora à différentes revues catholiques. Il fit la rencontre du mystérieux Le Chartier qui lui fournit une importante documentation pour son livre La femme et l'enfant dans la franc-maçonnerie universelle, 1894. Puis Le Juif et la franc-maçonnerie, 1895. Puis il participe avec Léo Taxil à la France chrétienne antimaçonnique où il fait paraître avec ce dernier une série d'études sur les sociétés secrètes musulmanes en Afrique du Nord, sous le pseudonyme de Rioux. À partir de l'année 1909, il ouvre ses colonnes au jeune René Guénon. Celui-ci a un parcours de 3 ans dans le milieu occultiste français qu'il prétend combattre de l'intérieur. Grâce à F. Charles Barlet, il dispose d'importantes archives concernant la Hermetic Brotherhood of Luxor, qu'il défendra comme ayant été la dernière organisation initiatique occidentale, l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, et des textes inédits sur l'archéomètre qui seront publiés dans la Gnose. Il semble que Clarin de la Rive lui ait remis les archives de Le Chartier.
Elles disparurent mystérieusement lorsque celui-ci mourut. En quoi cette rencontre, se transformant en collaboration, fut-elle si mystérieuse? Les deux hommes s'estimaient et menaient une lutte contre ce qu'il appelait l'occultisme, notamment Guénon, après sa rupture avec les groupes papusiens en 1909 et l'affaire de l'ordre du Temple rénové. D'ailleurs, Clarin de Larive s'empressa de publier l'article de la direction de la Gnose intitulé « Ce que nous ne sommes pas ». De plus, René Guénon n'aurait pas non plus eu l'intention d'infiltrer une revue antimaçonnique. Il s'agissait d'une collaboration qui visait tout d'abord à combattre la société théosophique, puis comme nous le verrons ensuite, à se pencher sur la notion de supérieur inconnu et de pouvoir occulte. De plus, les deux hommes avaient un ami en commun, l'abbé Gombault. Enfin, ils partageaient pour le monde musulman un même intérêt sans pour autant que le but soit identique. René Guénon restait exclusivement dans le domaine métaphysique, tandis que Clarin de Larive s'informait de sociétés secrètes pouvant selon lui, le service colonial, jouer un rôle dans une guerre occulte qui n'avait rien de métaphysique. Bruno Appel a fait un important travail bibliographique concernant l'œuvre de René Guénon. Dans René Guénon et le roi du monde, il précise que c'est dès 1909 que Clarin de Larive va publier certaines lettres et reproduit certains documents et articles qu'il convient de mentionner ici. 1909, 20 mai, homélie pastorale. 1er juillet, lettre à monsieur le directeur de la France chrétienne. 23 septembre, les frères J. Desrobert, R. Guénon et A. Thomas. À partir de 1910, Clarin de Larive donne des extraits d'articles de Palingénius parus dans la Gnose. Ce dernier va rédiger un certain nombre d'articles sans les signer dans la visite de Bonaparte à l'Orient de Nancy, Ordre des Noachites français, 1816. Mais surtout, il collabore à la rédaction d'une série d'articles sous le titre de Baptême de lumière, signé le Swami Narad Mani, chef de la True Truth Soma d'Adyar. Bruno Appel relève que René Guénon a repris certains passages des notes dans son livre consacré à la société théosophique. En fit-il l'auteur comme le pense Bruno Appel? À moins qu'il n'ait pas souhaité renvoyer à une série d'articles dont Palingénius aurait seulement mis en forme et traduit les sources anglaises, le tout en lien avec une stratégie spécifique à l'époque dont personne ne peut relever les tenants. Le contenu de l'article ne correspond pas au lectorat du journal, mais il est vrai, et cette méthode fut et est toujours utilisée dans l'espoir de voir les lecteurs du camp adverse le lire et en subir ainsi l'influence escomptée, qu'il s'agissait de rendre publiques des sources anglaises dévoilant les supercheries de Madame Blavatsky. De plus, la méthode employée pour présenter le Swami Narad Mani n'est autre qu'une caricature voulue, visant certainement à agacer l'adversaire, utilisant ce procédé pour tromper ses propres fidèles. Mais pourquoi cette attaque contre Madame Blavatsky et la société théosophique? Que lui reproche le Swami Narad Mani? En 1878, elle prétendit avoir reçu d'une agence centrale de l'Orient la mission de renverser le spiritisme, de convertir les matérialistes et de prouver à l'univers l'existence des frères du Tibet, agissant sur le plan physique par le canal des médiums. Son véritable but était de combattre et détruire le spiritualisme. Le Swami Narad Mani n'hésite pas à la comparer à un taxil en jupon, qui vise à instaurer non pas la synarchie, mais l'anarchie, preuve que sa société pseudo-théosophique ne se rattache pas à l'Agartha. Or, ce dernier a une organisation lui servant de couverture, la maçonnerie des Taishu Maru, la société théosophique sous les ordres de Madame Blavatsky, puis de Madame Bezan, présentant le Messie Krishnamurti, qui lui a juré de se sacrifier, non pas pour sauver son propre pays, mais pour sauver l'humanité tout entière, ne vise qu'au règne du matérialisme et à renverser, comme en son temps le voulut Diana Vaughan, la franc-maçonnerie universelle. En effet, derrière la société théosophique, société purement politique, on découvre pour la France le Grand Orient. Si Madame Blavatsky défendait le fait que le spiritisme n'est rien d'autre que l'action d'êtres humains agissant sur d'autres par l'intermédiaire de médiums, elle trahissait sa mission première. En effet, et René Guénon reprendra cette thèse dans son Erreur Spirit, le spiritisme était à l'origine un moyen employé par la Hermetic Brotherhood of Luxor pour combattre le matérialisme. Madame Blavatsky était ainsi passée du côté du camp des matérialistes, du moins en apparence, puisque c'est, selon les propres écrits de Narad Mani, l'esprit du mensonge qui l'influençait. Les différentes références que l'auteur fait à Léo Taxil, Madame Blavatsky est parfois appelée ainsi par Narad Mani, démontrent que le combat mené par ce dernier se poursuivait toujours. Le satellite sombre n'avait pas abandonné le combat. 1. Le pouvoir occulte unique, le débat sur les supérieurs inconnus. Il s'agit d'un débat entre anti-maçons, s'affrontant par articles interposés dans des revues anti-maçonniques. Le milieu anti-maçonnique est profondément divisé, surtout après l'affaire Léo Taxil, sur un certain nombre de notions concernant le pouvoir occulte.
Il existe 5 sources principales pour comprendre ce débat primordial concernant les deux notions de supérieurs inconnus et de pouvoir occulte. Marie-France James a consacré une très importante étude à René Guénon et à son œuvre. Si les documents qu'elle publie nous obligent à y faire référence, nous resterons très prudents concernant sa thèse. En effet, cette dernière considère que René Guénon joue un rôle de perturbateur dans ce débat en tant que franc-maçon infiltré. Ce n'est pas comme franc-maçon qu'il intervint, mais en initié, se tenant à l'écart de toute polémique politique et sociale, et de ce fait condamnant toute ingérence de la société sur les questions de société, c'est-à-dire profanes. Il s'agirait plutôt de sa part d'une intervention visant à corriger des erreurs d'interprétation. Les éditions Arquet ont sorti 2 livres indispensables. Le premier est un dossier de la revue Charis, rassemblant tous les articles concernant ce débat. Le second est un travail publié sous le pseudonyme de Louis de Maistre consacré à cette question. Enfin, Michel Jarige a publié une thèse, toujours chez le même éditeur, sur l'antimaçonnerie à la Belle Époque, et consacre de nombreuses pages au débat. Il nous faut également rendre hommage à Bruno Appel, chercheur indépendant, qui a fait un important travail d'étude et de bibliographie concernant l'œuvre de René Guénon. 3 hommes vont jouer un rôle important dans le déclenchement du débat sur les supérieurs inconnus. Clarin de la Rive, qui nous l'avons vu précédemment, avait été dans l'affaire Léo Taxil un soutien de ce dernier. Le second n'est autre que René Guénon, qui est apparu dans l'affaire Narade, Magny. Enfin, Paul Copin, ancien franc-maçon passé dans l'autre camp, considère avoir découvert que le Grand Orient était une machine de guerre mise en place contre le catholicisme visant l'affaiblissement de la France. Il refusera toujours la version satanisante de la franc-maçonnerie. Il voyait donc dans l'affaire Taxil une subtile manœuvre de diversion du Grand Orient. Face à ces 3 personnalités, nous trouvons la Revue internationale des sociétés secrètes, créée par Monseigneur Jouin. Ennemi déclaré de la franc-maçonnerie derrière laquelle, selon lui, se cachaient le judaïsme et le protestantisme, il ne voulait pas croire à une intervention directe de Satan. La revue était particulièrement bien documentée, mais l'interprétation n'était pas toujours de très grande qualité, et le qualificatif satanique, un peu trop souvent utilisé, ne correspondait pas à la réalité. Les collaborateurs principaux de Monseigneur Jouin furent Henri Guilbert des Essarts, disciple de l'étrange Le Chartier, Charles Nicoulot, un astrologue s'étant intéressé aux sciences de l'occulte, et l'historien anti-maçon Gustave Bord. Charles Nicoulot avait publié entre autres une étude intitulée « L'initiation dans les sociétés secrètes, l'initiation maçonnique datant de 1911 ». S'il ne prit jamais au sérieux Léo Taxil, tout en le considérant comme un instrument de la secte, il faisait pourtant référence à Lucifer démasqué de Jean Kotzka. Gustave Bord rédigea La conspiration révolutionnaire et la franc-maçonnerie en France des origines à 1815. Il défendait une origine jacobite de la franc-maçonnerie et ne croyait guère à une influence importante du judaïsme. Nous verrons dans un deuxième paragraphe l'œuvre de Copin Albancelli. Ce dernier avait exposé sa théorie des sociétés superposées, expliquant ainsi comment les membres des grades inférieurs étaient sous l'autorité invisible des grades supérieurs. 2. Publication d'un livre inédit. Au mois de juin 1913, un compte-rendu d'un livre était publié sous le pseudonyme du Liseur dans le numéro 492 de La Bastille. Ce livre était un inédit. Il s'agissait d'archives d'un haut gradé de la franc-maçonnerie française du XVIIIe siècle qui semblait avoir préparé la Révolution française. Il était connu sous le pseudonyme maçonnique de Franciscus Eques a Capite Galeato. L'ouvrage, publié et préfacé par M. Copin Albancelli, sous l'autorité de M. Fabre, n'allait pourtant pas impressionner tous les anti-maçons. Évoquons rapidement l'article du Liseur. La publication de ce livre démontrait bel et bien l'existence d'une conspiration expliquée à travers la théorie des sociétés superposées exposée par Copin Albancelli. Enfin, le Liseur prétendait que cet ouvrage devait être rangé, de par son importance et sa qualité, aux côtés de l'œuvre de Baruel et de celle de Crétineau-Joly. Dans la même revue, Louis d'Asté rendait de nouveaux comptes du livre, en citant des lettres de l'auteur, dans lesquelles il se montrait plutôt inquiet de l'influence néfaste de l'œuvre d'Augustin Baruel, qui faisait fuir tant de frères de la maçonnerie. Elle démontre l'efficacité du livre de cet auteur. Et cette influence négative pour les francs-maçons suggère que sa thèse était loin d'être caricaturale. Au mois de septembre 1913, l'historien anti-maçon Gustave Bord intervenait à son tour, mais cette fois dans la revue internationale des sociétés secrètes. Si ce dernier admettait l'intérêt de cette publication, il révélait l'identité de l'auteur, François-Marie, marquis de Chef-de-Bien d'Armissant, chevalier seigneur de Bizot, Saint-Amand et autres places, dont il connaissait les archives et qu'il avait cité auparavant dans son Histoire de la franc-maçonnerie. Après un long compte-rendu historique démontrant qu'il n'y avait rien de nouveau dans cette publication, il s'étonnait que d'autres documents des mêmes archives,
qu'il avait eu l'occasion de consulter, et d'une plus grande importance selon lui que ceux présentés dans le livre, n'ait pas été publié. Mais il faisait surtout référence à un épisode où apparaissaient les fameux supérieurs inconnus qu'il réduisait à de vulgaires escrocs. Je cite, « Il est regrettable que M. Fabre n'ait pas complété son intéressant dossier par les papiers de la stricte observance. La vérité lui aurait apparu plus limpide et plus simple. Il se serait rendu compte que les chefs occultes dont il parle à maintes reprises ne sont pas d'autres personnages que les supérieurs inconnus, dans tous les ordres rectifiés, se disaient les représentants. Il est curieux de voir ces prétentions maçonniques convaincues de fausseté, reprises aujourd'hui par leur adversaire, et trouver un certain crédit. » Fin de la citation. Cet article donna lieu à deux réactions. La première des cahiers romains et la seconde de la Bastille. Le second s'appuyait sur de larges extraits du premier. Il s'agissait d'un exposé reprenant les grandes notions du pouvoir occulte, dont celui des supérieurs inconnus. Ces mystérieux individus pouvaient difficilement s'imposer ainsi. Ils étaient en fait bien connus, puisque jouant le rôle d'intermédiaire entre le pouvoir central et les loges. Leur existence enseignée dans les hauts grades permettait ainsi d'assurer le contrôle des loges, quel que soit le rite pratiqué. Ceci n'était qu'un prétexte pour s'adapter à la psychologie de l'initié, mais aussi un moyen de transmettre des ordres et s'assurer de leur exécution. Mais Charles Nicoulot, sous le pseudonyme de Martigues, va intervenir à son tour dans la RISS. Il s'étonnait de la concession faite par des antimaçons à la notion de supérieurs inconnus en tant qu'êtres de chair et de sang. Or, cette erreur démontrerait, selon lui, une méconnaissance des idées occultistes des maçons du XVIIIe siècle, persistant encore aujourd'hui. Aux yeux des maçons, les supérieurs inconnus étaient des manifestations extra-naturelles d'êtres vivant dans l'astral. Nous avons en présence deux théories concernant le centre pouvoir occulte, les uns défendant un pouvoir central composé d'humains, les autres y voyant un comité directeur inconnu. À moins que l'on trompe certains adeptes, en faisant passer des supérieurs inconnus de chair et de sang pour des envoyés de l'astral, entre guillemets. Il se pourrait que des individus ayant un grand pouvoir de suggestion puissent ainsi faire apparaître des êtres dans le seul but d'abuser les initiés, déjà particulièrement sous influence. Madame Blavatsky aurait eu par exemple ce pouvoir de suggestion. Le Sphinx intervint suite à l'article de Martigues, considérant que ce dernier faisait preuve de trop de confusion concernant la notion de supérieurs inconnus, qu'il attribuait un peu trop facilement à d'autres thématiques, reposant sur des notions différentes. Quant à Gustave Bohr, toujours selon le Sphinx, sa qualité d'historien ne pouvait que l'empêcher d'aller au-delà des documents et des limitations extérieures des noms et des formes. En fait, l'extrême prudence de Gustave Bohr ne reposait pas seulement sur sa formation d'historien, mais aussi sur son extrême méfiance à l'égard de tout type de manipulation, comme dans le cas de l'affaire Léo Taxil, visant selon lui à écarter du droit chemin les chercheurs anti-maçons en vue de les engager dans une impasse et de rendre leurs travaux inoffensifs. Il ne prenait pas au sérieux l'existence d'un pouvoir central, constitué par des êtres de chair et de sang, prétextant qu'à la veille de la Révolution, il devait exister une centaine de rites différents, se méprisant les uns les autres. Il lui paraissait impossible qu'ils puissent tous être sous le contrôle d'une centrale occulte. Les cahiers romains apportaient pourtant un élément intéressant concernant les supérieurs inconnus, sans pour autant prouver leur existence au sens où l'entendait Gustave Bohr, en tant qu'historien ne s'appuyant que sur des documents écrits. Pour les cahiers romains, si les supérieurs inconnus SI se présentaient ainsi devant les francs-maçons, c'est qu'ils étaient déjà connus d'eux au sein de la secte, car il aurait été bien étrange que ces imposteurs eussent inventé de toutes pièces le mandant outre le mandat. Quant au refus de croire à un pouvoir occulte, les cahiers romains rétorquaient avec justesse qu'au sein de l'Église même, de nombreuses organisations se sont opposées, mais elles avaient pourtant la même autorité, à savoir le pape. Bien entendu, il s'agissait d'une autorité officielle, n'ayant pas besoin de se cacher. Mais concernant la secte, le pouvoir central se composait des SI, c'est-à-dire les chefs des différentes obédiences. Il s'agissait d'intermédiaires servant de liaison entre le centre occulte et les grades inférieurs. Ces SI étaient seuls à connaître l'existence des autorités supérieures. 3. Il y avait deux conceptions du pouvoir occulte. 1. Un pouvoir occulte qui n'est autre que l'esprit du mal, mais il n'était bien entendu pas question d'accepter pour autant de reprendre les élucubrations de Léo Taxil. Ces supérieurs inconnus étaient soit des escrocs, soit des émanations du plan astral. 2. Un pouvoir occulte centralisé, regroupé autour de différents chefs, de différentes obédiences, apparaissant sous la qualité de SI. Mais dans ce cas, René Guénon apportait deux précisions importantes dans le même article. La question des supérieurs inconnus n'est pas circonscrite à la maçonnerie, même universelle, mais elle s'étend à toutes les organisations initiatiques, quelles qu'elles soient.
Nous avons dit que nous croyons peu vraisemblable que tous les régimes, et même ceux dont le prototype fut la stricte observance, aient eu la même origine en fait, et que notamment, il ne faudrait pas voir partout l'influence des Juifs d'une façon exclusive, ce qui ne signifie pas qu'il ne faille la voir nulle part. Fin de la citation. Sur la question d'une influence juive que nous verrons plus tard, il ne s'agissait donc pas de voir le judaïsme derrière la franc-maçonnerie ou les supérieurs inconnus, mais certains juifs, voire même des individus isolés se prétendant tels, à tort ou à raison, mais dont l'identité ne fut jamais découverte. Il s'agissait parfois d'escrocs profitant d'un engouement pour la Kabbale. Suite aux révolutions européennes, les ghettos s'ouvrirent, permettant à de nombreux juifs, ou supposés tels, d'apparaître au milieu d'occidentaux initiés, mais insatisfaits et à la recherche de mystères. On vit apparaître des individus transmettant certains secrets réels ou non. Parmi eux, certains furent peut-être des supérieurs inconnus, se manifestant sans donner une identité précise. Ce fut le cas de Paul Rosen, auteur anti-maçon dont s'inspira Léo Taxil, ou de Max Théon, fondateur de la Hermetic Brotherhood of Luxor. Mais René Guénon va beaucoup plus loin concernant ces supérieurs inconnus. Marie-France James a fait une synthèse de la vision de celui qui signait alors sous le pseudonyme du Sphinx en analysant ses articles. Je cite : « Le Sphinx nous amène graduellement à l'idée, sans toutefois la bien préciser, que la notion de supérieurs inconnus correspond à des interventions directes et à des influences indirectes pouvant agir sur plusieurs plans, grossiers, subtils, intellectuels, purs, et à plusieurs niveaux, pédagogique, sociologique, politique, initiatique, magique, théurgique, à la fois, et dont le rayon d'action s'étend aussi bien à l'ordre bénéfique qu'à l'ordre maléfique, l'ensemble devant concourir à la réalisation du plan manvantarique. C'est ainsi que, sous-jacente, apparaît la conception que les supérieurs inconnus sont les véritables maîtres du monde, maîtres du bien et du mal, catégorie d'ailleurs illusoire, appelée à se résorber dans l'un, puis dans le zéro métaphysique du non-être. Maître du monde, dont René Guénon nous brossera d'ailleurs l'archétype et la symbolique dans Le Roi du Monde, 1927, en se référant à des schémas remodelés mais déjà entrevus à travers les Mahatmas de la Société théosophique et l'Agartha de Saint-Yves d'Alvèdre. Fin de la citation. Dans le prolongement du paragraphe 2 signalé ci-dessus, examinons le pouvoir occulte et les sociétés superposées. C'est un certain Copin Albancelli, pseudonyme de Paul Copin, qui nous intéresse plus particulièrement. Ancien franc-maçon, membre de la loge de l'avant-garde du Grand Orient, il nous expliqua dans un de ses livres comment il la quitta. Candidat à la députation, il dut faire face à un autre membre du Grand Orient. L'institution lui demanda de retirer sa candidature. Il refusa et permit ainsi l'élection d'un membre de l'opposition. De plus, il publia dans un journal indépendant que la franc-maçonnerie était en proie au vertige de l'intolérance et du fanatisme. Il fut condamné à 3 mois d'expulsion, mais préféra quitter le Grand Orient. Son expérience personnelle lui fit comprendre que la franc-maçonnerie n'était qu'un milieu préparatoire, une sorte de maison de surveillance, je cite, en même temps que d'éducation, où sont formés et choisis ceux qu'on juge aptes à passer ailleurs, et dans laquelle on ne laisse que le fretin, je veux dire les imbéciles et la canaille intellectuelle bonne à faire des politiciens. Fin de la citation. D'après lui, ce pouvoir qui contrôlait la franc-maçonnerie et adaptait le comportement de cette dernière selon les circonstances n'a toujours eu qu'un but, détruire le christianisme, tout d'abord le catholicisme et ensuite le protestantisme. Cependant, Copin Albancelli visait dans son combat la seule fédération du Grand Orient de France. Cette dernière se montra rapidement particulièrement intolérante à l'égard du catholicisme. Cela le heurta profondément. Il ne comprenait pas comment les défenseurs de la libre pensée pouvaient se comporter ainsi. En outre, Paul Copin, républicain et laïc convaincu, avait bien compris que le catholicisme remplissait une fonction morale à laquelle la philosophie moderne n'était pas préparée. S'agissait-il de semer l'anarchie et le chaos ? Il est incontestable que le Grand Orient a influencé les gouvernements de la Troisième République, permettant ainsi de renforcer le régime resté particulièrement fragile. Cette influence d'une société secrète n'agissant pas au grand jour, ce qui aurait dû poser un problème concernant les principes de la démocratie, visait à réduire le pouvoir de l'Église en France, lutte qui n'était d'ailleurs pas nouvelle. Mais il y avait 2 risques. Le premier était de déclencher une guerre civile, le second d'affaiblir la France, ce qui fut le cas principalement à partir de l'affaire des Fiches en 1904. L'intention de Copin Albancelli était de publier des études sur la question maçonnique dans le but de la combattre, mais sans commettre les erreurs des catholiques qui avaient cru aller au Taxil. 1. Il considérait comme positives les réactions intransigeantes des papes, mais il dénonçait la satanisation de celles-ci qu'il considérait comme une erreur de stratégie, si bien exploitée par Léo Taxil. 2. L'affaire Taxil fut un piège tendu par le Grand Orient aux catholiques et aux anti-maçons, qui tombèrent dans le panneau dans leur très grande majorité. Copin Albancelli n'était pas dominé par le préjugé catholique.
Il considérait d'ailleurs que la franc-maçonnerie menaçait directement le christianisme dans son ensemble, mais en reconnaissant que le catholicisme était la cible privilégiée. Comment percevait-il la franc-maçonnerie? Pour lui, elle était perçue par ses affiliés comme étant une société discrète, ayant des secrets. Ancien membre de celle-ci, il présentait les deux thèmes présentés lors des réunions. Premier thème, la franc-maçonnerie est une institution sublime, sainte et sacrée. Elle est l'éternelle initiatrice de tout ce qui se fait de bien, de bon, de grand dans l'humanité. Deuxième thème, cette association si haute, si respectable, si vénérable, a un ennemi. Cet ennemi, c'est le catholicisme. D'où on tire cette conclusion? Puisque le catholicisme est l'ennemi de la maçonnerie, il est l'ennemi de toutes les grandes causes auxquelles celle-ci se déclare se dévouer. En conséquence, si on aime vraiment les grandes causes, il faut combattre le catholicisme. Fin de la citation. Copain-Albancelli considérait la franc-maçonnerie comme une catégorie de sociétés secrètes, mais il distinguait parmi ces dernières deux types. Le premier type, selon lui, était imparfait. Il s'agissait d'une société totalement secrète cachant but, nom des adhérents, lieu de réunion. Il estimait qu'il suffisait qu'un seul membre trahisse pour qu'elle soit révélée au grand public. On peut lui en donner raison dans certains cas, notamment celui des Illuminés de Bavière. Mais dans d'autres sociétés secrètes, il était impossible de la quitter au risque de mourir. Certains membres repentis ont certes parfois réussi à affaiblir le groupe, sans pour autant jamais réussir à le détruire. Le deuxième type correspond à la franc-maçonnerie, où seul le secret, le but véritable, est caché. D'ailleurs, les adeptes recevaient en confidence un faux but, tandis que petit à petit, on amenait ceux considérés comme pouvant recevoir la révélation, et donc devenir un cadre agissant, au véritable secret. La franc-maçonnerie traverserait les siècles, s'adaptant à chaque régime, perdant de nombreux adhérents en recrutant d'autres. Peu lui importe, puisque la direction ne change pas et instrumentalise cette institution à sa guise, et toujours dans le même but. Copain-Albancelli avait eu une expérience dans une loge du Grand Orient et s'inspirait de sources anti-maçonniques qu'il avait ensuite étudiées. Doit-on considérer, si nous admettons l'existence d'un unique pouvoir occulte, que la franc-maçonnerie, toute obédience confondue, lui obéit? Le 14 septembre 1877, le Grand Orient abandonne la croyance au grand architecte de l'univers. Il n'en fut rien pour les autres obédiences. Cet acte marqua pourtant une véritable rupture au sein de la maçonnerie. Si véritablement la franc-maçonnerie dépend, sans que la très grande majorité de ses membres le sachent, d'un pouvoir occulte, comment celui-ci, aussi puissant, a-t-il laissé s'échapper une de ses obédiences? Le conspirationniste aura une réponse facile. Il s'agit d'une stratégie de division permettant ainsi de jouer sur les deux tableaux, en formant aussi bien des croyants que des libres penseurs. Copain-Albancelli considérait que cette différence entre les obédiences n'était effectivement qu'apparente, comme d'ailleurs son organisation, ses rituels, qu'il analysait longuement dans son livre « Le pouvoir occulte contre la France ». Il s'interrogeait d'ailleurs sur cette intelligence créatrice supposée à l'origine de cette institution et lui ayant permis de traverser 2 siècles et d'être universelle. Comment une telle organisation, dont les membres qu'il avait croisés en loge étaient d'après lui plutôt majoritairement médiocres, dont les chefs, élus par les membres, ne valaient guère mieux, et dont les rituels ainsi que les signes étaient d'une grande puérilité, pouvait-elle paraître en effet si puissante? Il fallait donc admettre l'existence d'un pouvoir occulte. Il s'agissait véritablement d'une contre-église s'opposant à l'église catholique. Copain-Albancelli précisait bien que cette contre-église n'était qu'humaine, refusant toujours de tomber dans le piège taxilien. Mais pour autant, il fera à ce sujet une révélation importante en découvrant des preuves que certaines sociétés maçonniques étaient véritablement sataniques, sans pour autant faire apparaître le diable, puisqu'il n'existait pas. Il fait d'ailleurs un parallèle entre les institutions de la Troisième République, dont la pratique coutumière a concentré le pouvoir au sein du Parlement. Les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, sont élus par le peuple, directement ou indirectement. Pour lui, le peuple ne sait pas que la majorité des candidats lui sont imposés par la franc-maçonnerie, qui secrètement représente le véritable pouvoir en France. Auparavant, ces candidats ont été préparés intellectuellement pour servir docilement la cause maçonnique, tout en tenant un discours faisant croire qu'ils ne travaillent que pour la France. Nous avons donc un système pyramidal. À la base se trouve le peuple, soumis à une double désinformation. Il reçoit une information politique d'une partie de la presse, tenue par des journalistes francs-maçons, tandis que lors des élections, les candidats cachent leur appartenance à l'institution. Au centre, ces candidats ont été longuement suggestionnés dans les loges, de telle façon qu'il devient inutile de leur donner des ordres directs. Enfin, au-dessus, la franc-maçonnerie elle-même, qui n'intervient jamais directement. Cette organisation pyramidale se trouve au sein même de la franc-maçonnerie. Tout d'abord au sein de la maçonnerie bleue, puis au sein des hauts grades. Je cite, « Figurons-nous une pyramide dont la base serait formée par les sociétés secrètes dites d'apprentis, lesquelles supporteraient les sociétés secrètes des compagnons, qui supporteraient à leur tour les groupes de maîtres.
la même superposition se continuant de grade en grade jusqu'au sommet qui serait composé d'un groupe unique. Considérons ensuite la chose en sens inverse et représentons-nous ce groupe unique du sommet pouvant exercer, sans être aperçu, son action inspiratrice sur les groupes placés immédiatement au-dessous de lui. Ceux-ci transportant cette action inspiratrice au-dessous d'eux dans les mêmes conditions, et ainsi de suite jusqu'au bas de la pyramide. L'inspiration était transportée de degré en degré, exactement de la même manière qu'est transportée l'inspiration maçonnique dans le monde profane. Telle est en réalité la franc-maçonnerie considérée non plus du point de vue de l'organisation maçonnique administrative, qui n'est qu'un trompe-l'œil, mais du point de vue de cette organisation des grades qui nous était tout d'abord apparue comme ne pouvant que prêter à rire. Pour renforcer l'invisibilité de la direction centrale, les initiations et les secrets de la franc-maçonnerie qui sortaient de l'anonymat ou devenaient publics étaient faux. En fait, il s'agissait d'une société de couverture permettant de recruter les meilleurs éléments pour les faire pénétrer au sein d'autres sociétés secrètes souchées sur celles-ci. Cette théorie permettait à Copin Albancelli d'expliquer le fait que si des loges furent fermées durant la Terreur, cela ne prouvait pas pour autant l'innocence de la franc-maçonnerie. C'est la fin de la première partie de ce chapitre. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.